Un carnet de commandes de 53 milliards de dollars. C'est le record atteint ici par Quanta Service au second trimestre 2026, porté par la modernisation du réseau électrique américain. La tentation ici est de lire ce chiffre comme une preuve de force. Mais posons-nous la vraie question. Celle que la plupart des investisseurs ne se posent jamais assez tôt dans ce secteur. Un contrat signé protège-t-il vraiment une entreprise de construction et d'ingénierie ou ne fait-il que repousser le moment où elle devra prouver qu'elle mérite ce contrat? Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Nous allons parler ici de l'analyse concurrentielle dans ce secteur d'activité afin que vous, quand vous allez prendre votre rapport annuel d'une entreprise dans ce secteur, que vous sachiez à peu près quelles sont les forces en présence et sur quel point il faut prêter attention pour essayer d'apprécier l'avantage concurrentiel dans cette industrie. On va l'appeler secteur par abus, mais c'est une industrie. Je rappelle toujours un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on y va. Pour répondre, il faut comprendre comment ce secteur gagne réellement son argent. Une entreprise de construction et d'ingénierie ne vend pas un produit fini. Elle vend une promesse d'exécution sur des délais, sur des coûts, sur un cahier des charges ici technique souvent fixé des mois avant que le premier coup de pelle ne soit donné. Cette promesse est rémunérée de deux façons très différentes. Soit au forfait, donc un prix fixe ici est négocié à l'avance, bien sûr, soit en remboursement des coûts réels engagés. Parce que la différence entre ces deux modèles va déterminer qui, du client ou de l'entreprise, porte le risque si le projet dérape. Et c'est là que la première force entre en jeu. Le client de ce secteur dispose d'un pouvoir de négociation élevé. Il peut solliciter plusieurs entreprises en parallèle, comparer les offres et arbitrer selon des critères que le prestataire ne contrôle pas. Calendrier politique, contraintes de financement, priorités changeantes d'un actionnariat. Donc, cette asymétrie oblige souvent l'entreprise à accepter un prix qu'on va caractériser ici de serré avant même de commencer à construire. Mais accepter un prix, disons, comme je l'ai dit, serré, n'est que le début du problème. Parce que quand on parle, si vous soumissionnez pour un projet, et que vous savez très bien ici que ce projet-là, pour le réaliser dans le meilleur des mondes possible, ça va vous coûter à peu près 1 million d'euros. Enfin, vous devez demander à peu près 1 million d'euros pour entrer dans vos frais. Et que vous choisissez, juste pour gagner ce contrat-là, de faire à peu près, de soumissionner pour ce contrat à peu près à, disons, un chiffre 20% inférieur à ce qui devrait être normalement fait. Vous pensez réellement qu'à long terme, ça va très bien se passer? Vous gagnez le marché. Admettons que vous gagnez le marché. Vous avez là un nouveau contrat. Mais alors, vous savez que le contrat en question, vous avez soumissionné à un niveau inférieur à ce que vous devriez normalement faire. Donc, à long terme, ça va se ressentir au niveau des marges bénéficiaires. Mais les investisseurs seront satisfaits ici. Oh, le carnet de commandes a augmenté. Mais vous pensez en réalité que l'entreprise fait du mal à qui? Fluor Corporation en a fait l'expérience de la manière la plus douloureuse possible. Je vous montre à peu près ici, ça ressemble à quoi la compagnie Fluor Corporation. On a ça ici, Fluor Corporation. Voilà, juste pour illustrer ici mon propos. OK. Donc, comme je l'ai dit ici, cette compagnie en a fait ici l'expérience de la manière la plus douloureuse possible. Pendant des années, l'entreprise a construit sa croissance sur des contrats forfaitaires en ingénierie, procurement et construction. Le problème, c'est que dans ce type de contrat, tout dérapage de coûts ou de calendrier est à la charge de l'entreprise, pas à la charge du client. En 2019, comme vous pouvez le voir ici, je prends ça ici en yearly, donc on va mettre ça chiffre d'affaires, mettons un tout petit peu ici la marge brute. Et je rappelle ici que j'utilise uniquement cette compagnie pour illustrer mon propos. On n'est pas là pour parler d'elle de manière individuelle. OK? Donc, comme je le disais tantôt, en 2019, Fluor a enregistré une perte nette d'à peu près de 1,7 milliard de dollars sur ses activités poursuivies en grande cause de ces mêmes contrats à prix fixe. Attention, elle ne fait pas que ça, ok? Donc, en 2019, elle a enregistré ici une perte de près de 1,7 milliard de dollars sur ses activités poursuivies, en grande partie à cause de ces mêmes contrats à prix fixe. La direction a fini par tirer une conclusion radicale. Elle a annoncé sa sortie des appels d'offres compétitifs à prix forfaitaire pour ses activités énergie et chimie, expliquant que ce type de marché
créait une répartition du risque mal équilibrée entre le client et l'entreprise. Maintenant, quand vous regardez la taille d'un contrat ou bien la signature d'un contrat, ce n'est pas une garantie ici de chiffre de bénéfice net. Ne l'oubliez pas. C'est même la chose, c'est l'élément qu'il ne faut pas oublier dans cette vidéo en date d'aujourd'hui. Donc, je ne vais plus entendre, oh, le contrat signé, etc. Ouais, je dois acheter. Non, ça ne veut strictement rien dire sur le moment. Ce que l'histoire de Fluor révèle, c'est qu'un contrat signé n'est jamais un contrat exécuté. Il peut être renégocié en cours de route. Il peut coûter plus cher que prévu. Il peut, dans certains cas, être purement annulé. Donc, la victoire à l'appel d'offres n'est donc que le premier round d'une bataille qui continue tout au long du chantier. Alors, si le client a autant de pouvoir et si le risque d'exécution est aussi élevé, reste à savoir si l'entreprise peut au moins, au minimum, compter sur ses fournisseurs pour stabiliser l'équation. Suivez mon regard. Bonsoir Airbus. La réponse est partielle. Le pouvoir de négociation des fournisseurs se situe à un niveau intermédiaire. Il dépend de la rareté du matériau, de l'intensité de la concurrence entre fournisseurs et du coût qu'implique un changement de partenaire. Les fournisseurs de ce secteur évoluent eux-mêmes dans un réseau mondial où d'autres fournisseurs peuvent souvent les remplacer sans friction majeure. Donc le rapport de force reste donc globalement équilibré à ce niveau de la chaîne, ce qui renvoie la pression concurrentielle ailleurs. Elle se déplace d'abord vers la menace de substitution qui varie énormément selon la nature du projet. Sur un chantier ici hautement spécialisé, cette menace s'atténue nettement parce que l'expertise technique requise est rare et difficile à reproduire. Sur un segment standardisé, en revanche, elle redevient ici un facteur de pression constant. C'est précisément ce qui distingue ici Fluor de Quanta Service. Fluor opère largement sur des projets d'ingénierie complexes où plusieurs grands groupes mondiaux se disputent le même type de mandat, ce qui intensifie ici la rivalité au moment de l'offre. Quanta, de son côté, s'est construite ici autour de l'infrastructure électrique spécialisée. Transmission, distribution, interconnexion des énergies renouvelables. Donc un métier ici où la rareté de la main-d'œuvre qualifiée et la profondeur de la relation client rendent la substitution beaucoup plus difficile. Reste la question des nouveaux entrants. Et c'est là que la nuance compte le plus. On pourrait croire cette menace faible, tant les barrières semblent solides. Avantage des coûts déjà consolidés, accès privilégié aux fournisseurs, réputation bâtie sur des années de chantier livrés dans les délais. Mais ces barrières sont mieux décrites ici comme modérées plutôt que faibles. Elles freinent l'entrée, elles ne l'empêchent pas. Un nouvel acteur ici peut toujours perturber l'équilibre en soumissionnant à un prix inférieur à celui que les groupes établis peuvent se permettre d'accepter. Et c'est précisément ce qui ramène au cœur du sujet. La rivalité entre les acteurs déjà en place. Sur un marché fragmenté où de nombreux concurrents de taille comparable se disputent ici les mêmes appels d'offres, cette rivalité tire les prix vers le bas et comprime ici les marges de façon quasi structurelle. C'est elle, plutôt que n'importe quelle autre force, qui explique pourquoi un carnet de commandes record ne garantit rien sur la rentabilité qui en sortira. Alors, revenons à la question de départ. Un carnet de commandes protège-t-il une entreprise de ce secteur ou bien de cette industrie? Et la réponse honnête ici est que cela dépend entièrement de la nature du carnet, de la répartition du risque ici contractuel qu'il contient et de la position de l'entreprise sur l'échelle qui va de la spécialisation dite protégée à la commodité dite disputée. Quand on parle de spécialisation protégée, quand vous savez faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire facilement, peut-être parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et quand on parle ici de commodité, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et donc, en réalité, quand on parle de commodité disputée, ça veut dire ici que tout le monde peut faire ça. Donc, techniquement, il n'y a vraiment pas d'avantage. Donc, deux entreprises peuvent afficher des milliards de dollars de backlog ou bien de contrats signés et se trouver structurellement dans deux réalités économiques opposées. Et c'est précisément la question que vous devriez vous poser la prochaine fois qu'une entreprise de construction ou d'ingénierie annonce un carnet de commandes record. Ce chiffre vous dit-il quoi que ce soit sur la répartition du risque entre elle et ses clients, ou vous dit-il seulement qu'elle a gagné des appels d'offres sans que vous sachiez encore si elle survivra à leur exécution? Parce que oui, il faut exécuter. C'est exactement la lacune que comble le prompt dénommé le MOT tiendra-t-il, qui fait partie ici de la bibliothèque de prompt premium Top Invest. Elle force ici à stress tester la durabilité d'un avantage concurrentiel
sous des scénarios adverses réalistes. Guerre des prix. Nouvel entrant doté ici de capital agressif, changement réglementaire, plutôt qu'ici de se contenter d'admirer la taille d'un carnet de commandes. Il oblige à se demander, non pas si l'entreprise a gagné aujourd'hui, mais si elle peut continuer à gagner sans détruire sa propre marge demain. Parce que dans ce secteur, plus que dans presque aucun autre, la taille du carnet de commandes ne mesure jamais, je dis bien jamais, la qualité de l'avantage concurrentiel. Elle ne mesure que la première étape d'une bataille qui commence vraiment le jour de la signature. Vous allez retrouver ici le lien vers le Top Premium en description de la vidéo. Et je rappelle une chose, le bootcamp commence le 1er du mois d'octobre, uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. Tous les participants du bootcamp ici ont accès à la bibliothèque de prompt de base et ils sont au choix ici s'ils veulent ou pas prendre possession ici de la bibliothèque de prompt premium. Mais le bootcamp n'a rien à voir uniquement avec la bibliothèque. Le bootcamp, essentiellement, ici, c'est analyser une entreprise de A à Z en posant les bonnes questions. Bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Maintenant, vous savez comment est-ce que vous devrez apprécier ce qu'on appelle le carnet de commandes.